Aujourd'hui, on va parler d'un aspect de la maladie dont on parle peu, le fait que la maladie impacte notre identité. Et aujourd'hui, je vais te parler plus particulièrement du fait de vivre avec une maladie chronique et que cette maladie prenne toute la place, prenne tellement la place que finalement ça recouvre presque qui tu es. Tu as presque l'impression qu'elle fait partie de ta personnalité, tellement tout est connoté par la maladie, et du fait de se laisser enfermer finalement par la maladie, d'en faire une partie à terme de son identité. Donc aujourd'hui, je vais te parler de pièges dans lesquels il ne faut pas tomber parce qu'ils peuvent être délétères pour ta santé, et je vais t'amener à t'interroger tout simplement sur ce qui constitue ton identité, sur la place qu'a la maladie dans ta vie et sur comment peut-être remettre les choses en perspective. Comme je viens de te le dire dans l'introduction, aujourd'hui je vais te parler d'un thème, plutôt d'un problème que l'on rencontre tous dans la vie que l'on a avec une maladie chronique. C'est le fait que la maladie prend tellement de place, qu'elle est pour certains tellement invalidante qu'elle impacte tous les aspects de notre vie. On ne peut plus faire ce qu'on aimait. Peut-être tu as perdu ton travail, peut-être tu as perdu tes loisirs, peut-être tu ne peux plus voir tes amis, et du coup la maladie devient presque une part de notre identité. Et j'ai vraiment envie de te parler de ça aujourd'hui parce que je voulais t'expliquer ma vision des choses pour remettre les choses en perspective et surtout pour discuter avec toi de pièges dans lesquels ne pas tomber parce qu'ils peuvent t'enfermer encore plus et faire que la maladie prenne encore plus de place. Alors oui, la maladie, ça réduit le champ d'action, ça réduit ce qu'on peut faire, ça amène à faire des changements de vie qu'on n'avait pas du tout prévus. Ça amène à être frustré parce qu'on ne peut plus faire ce qu'on voulait, ça amène à découvrir entre guillemets des facettes de soi qu'on ne connaissait pas, puisque on peut découvrir un tempérament colérique, on peut découvrir une envie d'être seul qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler donc de deux aspects bien spécifiques liés à cette identité, liés à l'identité entre guillemets de malade, liés au fait de s'approprier sa maladie comme faisant partie de soi. J'avais envie de parler de ça avec toi aujourd'hui, et avant de parler vraiment, de rentrer dans le cœur du questionnement et dans ces pièges-là, j'avais envie de t'expliquer rapidement ce qu'est l'identité selon moi, parce que bien sûr la notion d'identité, c'est une notion qui est très complexe, et en fonction de comment tu l'envisages de manière philosophique, de manière sociologique, de manière psychologique, ça recouvre des choses différentes. Et pour ne rien te cacher, même dans les différentes courants de psychologie, on ne définit pas l'identité de la même manière. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt pour toi. Par contre, j'ai envie de te donner ma vision à moi. Et pourquoi ma vision à moi? Parce que tu vas voir que moi j'ai une façon spéciale d'envisager l'identité qui me permet de me décentrer entre guillemets de la maladie et de bien faire le lien de ce qui est dû à la maladie et de ce qui est finalement ce qui me compose moi. Dans cette notion d'identité, si on reprend le principe quand même qu'on retrouve le plus souvent dans la notion d'identité, on a deux aspects. On a notre identité sociale. Ton identité sociale, c'est qui tu es par rapport à ce qui te caractérise, on va dire, dans la vie sociale. C'est ce qui va te définir par rapport au groupe auquel tu appartiens, aux gens avec qui tu partages finalement des caractéristiques communes. Ça peut être le genre, ça peut être la profession, ça peut être l'âge, ça peut être plein de choses différentes, tes loisirs, tes opinions politiques, tes opinions tout court dans tel ou tel domaine. En fait, c'est ce qui va te relier à un groupe de gens auquel tu vas te sentir appartenir. C'est finalement presque une façon de te définir, de t'identifier de l'extérieur comme étant une personne appartenant à ce groupe. De toute façon, le principe de l'identité, finalement, c'est une façon de t'identifier en tant que personne différente d'une autre par tel ou tel aspect. Excuse-moi. Bon, je vais rester très simple. Il y a cette identité sociale et puis il y a l'identité personnelle qui est, moi je le relie à ce qui est la personnalité, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques qui te sont propres, qui sont tes caractéristiques, la manière dont tu réagis, on va dire les caractéristiques émotionnelles, les attitudes, tes comportements. Voilà, tout ce qui va faire que tu es toi, tu es singulier et qu'au regard d'une situation, tu ne vas pas agir de la même manière qu'une autre personne et que tu auras des traits, des façons de fonctionner, des pensées qui vont se mettre finalement plus en automatique, qui vont arriver plus en automatique parce que ça définit ta personnalité. Je ne rentre pas dans les détails sur ce qui compose la personnalité parce que ça serait beaucoup trop complexe. Mais l'idée, c'est de te rappeler qu'il y a ces deux identités-là, l'identité sociale et ta personnalité. Et la maladie va venir, une maladie chronique va venir impacter ces deux aspects, puisque ça va venir impacter ton identité sociale, peut-être tu ne peux plus travailler,
peut-être tu ne peux plus faire les loisirs que tu faisais, peut-être tu ne peux plus partager certaines choses avec certaines personnes. Ça impacte cette identité sociale, ta façon d'être au monde. Et la maladie va impacter également ta personnalité parce que ça va jouer sur tes réactions, ça va jouer sur tes émotions, ça va augmenter ta labilité émotionnelle, donc tes émotions vont être beaucoup plus réactives. Et la maladie va également jouer sur ta personnalité puisqu'elle va impacter finalement ta manière de penser, elle va impacter tes comportements, elle va impacter tes émotions. Et là tu vas te dire, bah oui Aurore, mais du coup la maladie est une part de ma personnalité, est une part de mon identité sociale. Alors oui, en effet, ça impacte tous ces aspects-là. Mais pour autant, là, j'ai envie de te parler vraiment de deux pièges que je vois souvent et je pense qu'ils n'aident pas forcément les malades. Alors après, il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. Si ça aide les personnes, tant mieux pour elles, et si ça les aide à avancer, qu'elles continuent à s'identifier à leur pathologie, il n'y a pas de souci. Par contre, quelquefois, ça peut être délétère et nous enfermer dans une définition de nous qui ne va pas nous aider forcément à avancer. Parce que oui, la maladie va impacter ta capacité d'être au monde, va impacter ce que tu peux faire, va impacter tes réactions émotionnelles, va impacter comment tu envisages l'avenir, va impacter plein d'aspects en toi. Mais le souci, c'est que si tu regardes tout via le prisme de la maladie, ce qui est ce qu'on a tendance à faire, ce qui est normal puisqu'elle prend tellement de place. Si tu t'identifies tellement à la maladie que tu vas vraiment t'identifier à l'identité sociale « je suis malade » et souvent cette identité sociale-là, elle gomme toutes les autres, comme je t'expliquais tout à l'heure. La problématique, c'est que tu vas retomber dans ce que je t'expliquais dans la capsule précédente sur le diagnostic que peut poser un médecin, sur le pronostic, c'est qu'en fait il y a quelque chose qui se met en place, qui peuvent être des prophéties autoréalisantes qui font que tu vas t'enfermer là-dedans et tu vas t'enfermer surtout dans toutes les croyances qui sont liées à ton groupe d'appartenance, qui est là la maladie dont tu souffres. Et du coup, ça peut t'enfermer dans le fait de ne plus être que ça. Donc ça, c'est la première difficulté. C'est que du coup, tu auras encore plus de difficultés à accéder, ce que je t'expliquerai tout à l'heure, à ta vraie identité. Parce que déjà, la maladie recouvre plein de choses, mais en plus, tu t'identifies à elle comme étant une partie de toi. Et je t'expliquerai tout à l'heure en quoi ça peut être vraiment problématique pour ta santé, pour l'évolution de tes problèmes de santé. Le deuxième piège dans lequel tu peux tomber, c'est de partir du principe que ta personnalité, donc qui est impactée par la maladie, on est d'accord, mais que les traits de personnalité qui vont s'exprimer du fait que tu es malade, que tu ne peux plus faire certaines choses, que tu es obligé de réagir de telle ou telle manière dans telle situation et qu'impulsivement tu réagis de telle ou telle manière maintenant, et ta personnalité. Et j'aurais tendance à te dire, alors oui, ça peut être une part de ta personnalité, mais ça peut surtout être un moyen de défense, un moyen de protection. Puisque quand on a dépassé nos capacités à processer tout ce qui nous arrive, à être à l'équilibre. C'est ce qui s'appelle la fenêtre de tolérance. Je te mettrai un podcast au-dessus dans la description, dans les notes de l'épisode en fonction du tu m'écoutes, qui parle de la fenêtre de tolérance. Le souci, c'est que quand tu dépasses cette fenêtre de tolérance, et avec la maladie, on la dépasse facilement, je te laisserai aller écouter cet épisode, du coup, tu vas avoir des réactions qui vont être des réactions beaucoup plus instinctuelles, beaucoup plus des réactions de survie, des réactions qui sont codées, on va dire, phylogénétiquement en nous, c'est-à-dire qui sont codés pour la survie et qui n'ont rien à voir avec ta personnalité, qui n'ont rien à voir avec qui tu es, qui n'ont rien à voir avec ce qui te compose. Et le souci, c'est que quelquefois, tu vas te dire, bah, je suis comme ça maintenant. Je suis quelqu'un de colérique, je ne supporte plus personne, je ne suis pas patiente. Je ne suis pas sociable, je suis hypersensible. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est qu'il y a plein de gens qui s'identifient à l'hypersensibilité et qui en font un trait de personnalité, là où, quelquefois, l'hypersensibilité est juste la conséquence du fait qu'on est sorti de sa fenêtre de tolérance et on n'est pas forcément plus hypersensible que quelqu'un d'autre. Et tu vas me dire, peut-être tu n'as pas de souci à s'identifier à ça, bah, le souci c'est que ça t'enferme un petit peu. Et le souci c'est surtout que ça va faire le lit de plein d'autres émotions dont tu n'as pas besoin. La colère, la frustration, la culpabilité, la honte, parce que si tu envoies bouler tout le monde dès qu'on vient te voir et que tu te dis que maintenant c'est ta personnalité, alors que c'est juste le fait que tes filtres sont tellement dépassés que le moindre stimuli te fait réagir de manière explosive, on va dire, et que c'est une réaction de survie, c'est un mécanisme de protection de ton organisme, de ta physiologie, neurologiquement parlant également. Mais si tu te dis c'est moi,
qu'est-ce que tu vas te dire après? Mais j'ai mal parlé à un tel, j'aurais pas dû réagir comme ça, et tu as honte et tu culpabilises parce que tu penses que tu peux faire quelque chose là-dessus, sauf que c'était une réaction de survie, c'était un mécanisme de protection. Donc ça, c'est vraiment les deux pièges, c'est le fait de faire de la maladie qui, selon moi, mais c'est ma vision des choses, est une circonstance, c'est-à-dire quelque chose qui t'arrive dans la vie et qui n'est pas ce qui est toi, c'est quelque chose qui t'arrive au même titre que plein de gens ont des choses qui leur arrivent, qu'ils n'auraient pas souhaité, qui les font souffrir. La maladie est quelque chose qui t'arrive et ça ne te définit pas. Et les réactions que tu vas avoir ne te définissent pas non plus. Et oui, ça te compose en un sens parce que ça t'oblige à agir d'une certaine manière et que ça prend une part tellement énorme en toi qu'à un moment donné, ça va impacter toute ta vie. Et même il y a des moments où ça peut prendre tellement la place que tu ne peux plus être rien d'autre que ces mécanismes de défense, que ces mécanismes de survie, que ces émotions à fleur de peau, tu n'arrives plus à avancer du tout dans ta vie. Et c'est normal, et ça ne veut pas dire pour autant que tu es faible, et ça ne veut pas dire pour autant que tu n'as pas de volonté, ça ne veut pas dire pour autant que tu n'es plus la personne que tu étais. Ça veut juste dire que là, la maladie, les changements physiologiques, les changements neurologiques prennent tellement de place, et ton corps est tellement en train d'essayer de s'équilibrer de la manière dont il peut, de s'adapter comme il peut, que ça recouvre finalement tout ce que tu étais. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. Et si tu bases ton identité sur la maladie, ça va réduire encore plus la possibilité que tu as accéder à ce qui te compose au fond de toi, parce que moins tu vas l'activer, moins tu vas te reconnecter à toi, moins tu vas te reconnecter à ce qui te compose. Le souci, c'est que moins tu vas le faire, moins ton cerveau aura l'habitude de faire, plus ça sera compliqué à faire. Et c'est là où j'ai envie de te présenter moi ma manière d'envisager l'identité. Alors l'identité, certes, on a une identité sociale, on a notre personnalité, mais pour moi, ce qui fait qu'on est nous, c'est pas une définition. C'est ce qui compose ce sentiment interne qui fait que tu es toi, tu es unique avec qui tu es unique avec ce qui te plaît, tu es unique en ce sens que il y a des choses dont tu pourrais parler des heures et que tu adores et que les autres n'ont pas l'air d'aimer du tout. Ça, c'est ce qui te compose toi, ce sont tes valeurs, c'est ce qui est important pour toi, c'est le sens que tu peux donner aux choses, c'est le sens que tu peux donner à ce que tu vis. Même si tu ne peux peut-être pas faire ce que tu veux, tu peux choisir encore le sens que tu veux donner aux difficultés qui t'arrivent. Et c'est ça, c'est ce qui te compose au plus profond de toi, c'est la manière dont tu vas réagir à ce qui t'arrive qui te compose. Et ça, c'est ta véritable identité. Ton identité, ce n'est pas comment tu te définis par rapport aux autres. Ton identité, c'est pas comment tu réagis dans un certain contexte. Ton identité, c'est ce qui est là en toi et qui est toujours là et qui fait que tu es unique et qui fait que tu es la personne que tu es. Et même si tu ne peux plus y accéder tout de suite, rassure-toi, c'est toujours là. Dès le moment où tu rentreras dans ta fenêtre de tolérance, tu pourras réaccéder à tout ça. Alors l'idée, bien sûr, c'était pas de porter des jugements sur, mais je crois que tu me connais maintenant, sur le fait des personnes qui ont trouvé finalement un sens à ce qu'ils vivent en s'identifiant à la maladie et en représentant la maladie, en se faisant le porte-parole des personnes qui vivent la maladie, parce que justement, là, en ce sens-là, ces personnes ont fait sens de la situation et ont fait sens avec ce qui les compose. Là, je parle plus des gens qui vont se mettre des étiquettes de partout et qui vont dire ma maladie, enfin voilà, et qui vont se mettre dans une position attentiste, dans une position résignée qui ne va pas les aider à aller mieux et surtout qui va perdre le chemin vers qui ils sont, vers ce qui est bon et vers ce qui fait sens pour eux. Et peut-être tu vas me dire c'est compliqué d'identifier ce qui est de moi, ce qui est du contexte, parce qu'en effet tout est lié de toute façon, on se construit en fonction du contexte. Mais pose-toi la question, la prochaine fois que tu as une façon de réagir et que tu te demandes finalement, ou peut-être que tu te blâmes sur ta façon de réagir, demande-toi, est-ce que là c'est vraiment ce qui me compose moi, ou est-ce que c'est un mécanisme de protection, ou est-ce que c'est mon mode survie qui s'active, et essaye de trouver comment identifier cet aspect-là. Ça t'aidera justement à pouvoir déjà reconnaître les moments où tu as dépassé ta fenêtre de tolérance et où tu peux plus accéder à ce qui te compose. Et en faisant ça, ça te permettra de réduire tous ces sentiments parasites que tu te rajoutes parce que tu penses que c'est une partie de ta personnalité qui s'exprime alors que c'est juste un mécanisme de protection. Au moins quand tu sais que tu es dans ce mode survie, tu sais que ça prend toute la place, tu peux au moins t'enlever cette culpabilité de c'est moi, c'est mon identité, je réagis ainsi, etc., etc. Donc ça c'est la première chose à faire, selon moi bien sûr. Et la deuxième chose qui me semble vraiment importante, alors je sais que la maladie prend toute la place, je sais qu'il y a peu d'espace et je sais qu'on est tellement déconnecté de soi, mais essaye justement,
quand tu arrives à te connecter à toi, quand tu arrives à avoir un moment où tu sens vraiment que tu es en présence avec toi, de porter vraiment beaucoup d'attention sur ce moment. Parce que finalement, ce qui va vraiment câbler ton cerveau, c'est pas forcément le temps que tu vas passer à être dans telle ou telle situation, c'est l'attention que tu vas apporter à ça. Parce qu'en apportant de l'attention, tu apportes finalement beaucoup d'énergie à ton cerveau pour se concentrer là-dessus et tu renforces ces chemins cérébraux-là. Et je sais qu'au début, c'est compliqué de finalement être dans cette situation où tout s'est un peu écroulé sous nos pieds et où il faut tout reconstruire et où il faut se reposer les questions de qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes valeurs, quel sens j'ai envie de donner à ma vie alors qu'on est sur des sables mouvants. Mais c'est important à faire. Et ça, je t'en avais déjà parlé dans la capsule, je crois, 3 et 4 de l'année dernière. Donc, va les voir si tu ne les as pas vus. Parce que c'est ce qui va permettre de donner une direction à ta vie. C'est ce qui va permettre de pouvoir dépasser les moments difficiles. C'est ce qui va te permettre de pouvoir être présent avec toi quand ce sera difficile. C'est de te demander qu'est-ce qui fait sens pour moi, comment je peux l'intégrer à ma journée, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, et puis de faire des petits choix comme ça toute la journée qui vont dans le sens de ça. Et des fois les petits choix ils sont vraiment tout petits parce que des fois c'est juste d'être présent à soi et d'être bienveillant avec soi quand c'est une mauvaise journée, au lieu de se blâmer, au lieu d'essayer de focaliser son attention sur tout ce qu'on n'a pas pu faire, au lieu de laisser toute la place au scénario catastrophe. Et je sais que c'est terriblement compliqué à faire au début, mais plus tu vas te concentrer sur vraiment ce qui te compose toi au plus profond de toi, plus tu verras que tu vas avoir la possibilité de mettre en place des petites choses dans ta journée qui vont aller dans le sens de tes valeurs. Le souci, c'est que souvent on voit des grosses choses. Par exemple, tiens, je te prends mon exemple, tu aimes la nature, tu vas te dire oh là là, voilà, t'es couché dans ton lit, t'es pas bien, tu vas dire oh, je rêverais d'aller faire un trek. Sauf que tu peux pas marcher 10 mètres. Ça peut être juste des petites choses comme pouvoir, par exemple, si tu peux lire des récits d'explorateurs. Ça peut être des petites choses comme regarder une vidéo de quelqu'un qui est dans la nature. Parce que du coup, même si toi, oui, ce n'est pas ton objectif initial, mais au moins ça te remet un moment où tu es dans tes valeurs. Alors bien sûr, quelquefois ça peut être frustrant, et si c'est frustrant, ne le fais pas comme ça. De toute façon, la frustration, ça arrive bientôt. Je vais te faire une capsule spécialement sur la frustration, qui est quelque chose que beaucoup de personnes malades expérimentent. Mais voilà, aujourd'hui j'avais juste envie de te parler de cette notion d'identité et de te dire que s'il y a quelque chose que tu peux faire pour t'aider, c'est de te connaître et c'est d'arrêter de te chercher à te définir. Parce que plus tu vas chercher à te définir, c'est-à-dire plus tu vas chercher à mettre des critères pour dire je suis comme ça, comme ça, comme ça, je veux ça, 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 plus ça va réduire ton champ d'action et plus ça va n'être que de la frustration de chercher à te définir. Alors que si tu cherches à mieux te connaître, tu vas gagner en flexibilité, tu vas gagner en adaptabilité et surtout tu vas voir qu'au bout d'un moment, ton cerveau va faire le job pour toi parce que ton cerveau finalement quand tu lui donnes une info, quand tu lui donnes un problème, il aime bien le résoudre. Donc au lieu d'essayer de résoudre le problème comme on avait parlé à la première vidéo de comment je peux contrôler cette situation pour ne plus la vivre, essaye de te poser des questions qui vont dans le sens de comment je peux être avec cette situation et comment je peux mieux me connaître et faire ce qui résonne pour moi malgré la situation. Alors je sais que c'est très compliqué, je sais que quelquefois ça paraît juste impossible et certains jours c'est totalement impossible, mais plus tu vas accumuler du temps à faire ça, plus tu vas pouvoir quand même avancer et mettre du sens à quelque chose qui n'en a pas du tout parce que le sens que tu mets à cette situation, c'est toi qui le choisis. Même si on a l'impression qu'on est victime de la situation, on peut toujours avoir ce petit choix de quel sens je veux lui donner. Allez, je m'arrête là parce que cette capsule est très longue et je te retrouve la semaine prochaine pour parler de quelque chose dont on entend beaucoup parler, dont je t'ai déjà parlé, l'acceptation. Et on va essayer de répondre à la question, faut-il accepter la maladie pour aller mieux? Donc un grand programme. À la semaine prochaine. Salut.